ce soir, je voulais commencer par un petit commentaire et vous raconter un peu. C'est vrai que par rapport à la théorie de la situation, nous, on avait commencé cette année, on va continuer, non en essayant de développer la situation comme vraiment un socle ontologique, comme dire vraiment en quoi la situation, c'est ce qu'on a dit depuis le départ, c'est-à-dire que beaucoup de gens parlent de situation, mais c'est vrai que nous, on a voulu faire un effort pour dire, bon, mais vraiment, comment on peut concevoir ontologiquement une situation, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est une situation, qu'est-ce que ça signifie agir en situation, etc. Et une fois qu'on aura développé ça dans les prochains séminaires, non, on va arriver à la situation dans le sens de l'agir aussi politique, social, etc. Non. Mais aujourd'hui, je voulais quand même raconter un cas concret d'un agir situationnel parce que bon, j'ai passé un peu plus de 4 jours à Palerme, non? J'étais invité par les gens qui font les bateaux pour la Méditerranée, non, qui vont récupérer les gens. Bon. Alors, bon, c'était une expérience très intéressante pour deux côtés. D'abord parce que Palerme, je ne connaissais pas du tout, il y a une sorte de tissu alternatif, social très 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 fort, non? Et il se mélange trois réalités. Il se mélange la réalité destructrice de la mafia. La mafia, elle est là, absolument présente, mais vraiment on voit, les gens font attention quand ils parlent dans la rue, etc. Et il y a la réalité institutionnelle qui essaie de négocier, de survivre. Il y a eu quand même des maires tués, c'est là où ils ont tué quand même les deux juges, Borsalino et Falcone. Et il y a une réalité alternative, des réseaux comme ça alternatifs de tout type. Donc, effectivement, c'est lui avec lequel j'étais invité, mais j'ai visité une partie parce que c'est énorme le réseau alternatif. J'étais invité, bon, pour les gens qui organisaient ça, c'était les bateaux pour la Méditerranée, non? Et alors, il y avait des questions. Une question que, bon, on verra plus tard parce que vraiment, c'est ce qu'on veut travailler avec eux aussi. Les deux, travailler dans les réseaux alternatifs et les bateaux, on propose au collectif malgré tout de travailler ensemble, non? Mais disons qu'une chose plus générale, c'était la question pour ceux qui ont lu Contre-offensive, ce qu'on a fait avec Bastien, non? C'est la question de l'interface entre les expériences de résistance-création, c'est-à-dire les réseaux, et les mondes, disons, officiels, les mondes normaux, disons, non? C'est-à-dire et effectivement, il y a une question qui se pose parce que, par exemple, à un moment donné, il y a l'ex-maire, que c'est un peu plus important qu'un maire, non, Sindico, qui maintenant il est député européen vert, qui est venu, on a discuté, etc. Alors il y avait une sorte de porosité entre les mondes officiels, disons, et les mondes alternatifs. Et pourtant, la question qu'on se posait, c'était, mais pourquoi est-ce que encore cette porosité, cette contamination n'est pas plus forte, vous voyez? C'est-à-dire, comment ça s'est fait que, comment cohabitent ces trois mondes-là, non? Le monde de la mafia, c'est le monde archi-néolibéral, c'est-à-dire c'est un néolibéralisme sauvage absolu. Le monde officiel qui est quand même en permanence un peu corrompu, non? Et les mondes alternatifs, et ce qu'on ne comprenait pas bien, c'est comme s'il y avait une lutte d'intoxication, non? Qui contaminait qui? Par exemple, bon, la mafia contamine effectivement les mondes officiels, partout, non? C'est-à-dire en permanence, ça se voit. Mais j'ai trouvé que c'était une expérience, c'était un lieu très, bon, toi tu connais bien, c'est un lieu très très intéressant pour comprendre un tout petit peu justement, c'est devenir situationnel, multiple, des contaminations, non, comment est-ce qu'il peut émerger quelque chose de nouveau ou pas à un niveau plus macro, non, au niveau de toute la vie, non? Et bon, ça c'est un point, mais l'autre point qui me semblait que, bon, vraiment, c'est qu'on considère un point de vue situationnel clair et net, c'est que là il y avait comment s'appelle lui Luca Casari. Luca Casari, non?
et Alessandra, qui sont les deux, disons, et Claudio III, qui sont les trois qui vont lancer les bateaux pour la Méditerranée, etc., qui sont des gens qui risquent fort, et ils vont récupérer des migrants dans les terres, dans les eaux territoriales de la Libye, par exemple. Alors, à ces risques et périls, là, ce que j'ai vu, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a 40 personnes, 45 personnes, dont des bébés, des mamans enceintes, je ne sais pas quoi, il arrive les Libyens menaçants, mais ils ne peuvent pas partir et laisser la moitié, par exemple. Alors, le principe, c'est, ici, on s'en bat tous, ce sont des gens très, très engagés. Et alors, ce que j'ai trouvé que c'était, juste pour commenter ces points-là situationnels, c'est que comme ils sont très connus, Salvini les a beaucoup fait connaître parce qu'il les attaquait tellement qu'il les a fait connaître. Et alors il m'a raconté, c'était très drôle parce qu'à chaque fois que Salvini ou la Meloni les attaquent, ils reçoivent encore plus de dons. Non, alors parce que les gens ils disent ah ils sont là, ils sont bons. Et alors donc ils invitent à la télé, il y a des journalistes et ils les demandent oui mais vous par rapport à la politique migratoire de l'Europe et de l'Italie, qu'est-ce que vous en pensez, non? Alors ils disent ah bah alors là ils disent, vous me posez une colle, ils disent on n'a aucune idée, on ne pense rien. Bon, mais vous pensez que tous ceux qui doivent qui veulent venir doivent venir ah bah non là ils disent là pour moi non, on ne sait pas si tous ceux qui veulent venir doivent venir, on ne sait pas, on ne sait pas. Non, mais quand même, qu'est-ce que vous faites, vous, là? Ah ben nous, vous savez, on est au courant qu'il y a des gens qui se noient à la Méditerranée, et nous, on va avec notre bateau et on les récupère. Et après, bon, voilà, on fait forcing pour que nous les entrons en Italie. Et alors, moi, je trouvais que c'était un très bon exemple, justement, à cette radicalité situationnelle dans laquelle on n'a pas besoin d'un programme, d'un projet, d'un parti, n'est-ce pas? C'est-à-dire dans lequel la symétrie, elle est claire et nette, n'est-ce pas? Et c'est effectivement d'une radicalité totale, c'est-à-dire que justement on est en dehors de toute la vieille querelle, réformisme, révolution, n'est-ce pas? C'est pas la question de faire ni petit ni grand, non? Ni réforme, ni révolution. C'est-à-dire c'est cette radicalité situationnelle que, en plus, eux-mêmes, dans ce qu'ils nous proposent de faire, bon, ça on verra autrefois, non? Mais c'est pas qu'ils disent, bon, on va faire que ça. Il y a cette idée de la mise en réseau des réseaux, mais toujours en gardant cette idée de que la radicalité, elle est situationnelle. C'est-à-dire que la radicalité n'est pas fondée ou justifiée par un programme, etc. Bon. Non, je voulais commenter ça parce qu'effectivement, c'était... voilà, je me suis dit, bon, ben voilà, si on veut voir un exemple d'abord la cohabitation d'expériences très, très alternatives, très créatrices, très innovantes, etc., avec une ville comme ça, complexe, d'une part, et d'autre part, bon, voilà comment toutes ces expériences-là se fondent dans une sorte de nouvelle radicalité qui n'a pas, voilà, qui n'a pas un programme de comment le monde doit être, ni une avant-garde, etc. Bon, alors aujourd'hui, en retournant à nos moutons, aujourd'hui, on voulait avec Bastien un peu revenir sur ce qu'on avait commencé à développer la dernière fois, parce que, bon, il y avait beaucoup de choses, non? Alors je ne sais pas si, est-ce que quelqu'un veut poser des questions? Alors j'avais noté quelques questions justement. C'est Sylvie. Voilà, Sylvie. Qui pose beaucoup de questions en général. Donc j'en avais noté 2 ou 3 par rapport à l'éclairage. Vous entendez la question là, les gens qui sont de l'autre côté? Vous entendez la Oui, on entend. Oui. Donc, par rapport à l'éclairage que Miguel avait fait sur le processus d'individuation, j'avais la question suivante. Dans quelle mesure les difficultés d'assimilation des nouvelles technologies numériques peuvent-elles impacter en fait le processus d'aperception, de perception et de conscience?
en fait. Voilà. Parce qu'il y a, à mon avis, de ce que j'ai compris, un lien entre le processus d'individuation et aussi celui de la perception et conscience. Voilà. Cette question, on l'a incorporée dans la première partie d'aujourd'hui. Oui, d'accord. Après, donc, j'avais noté aussi. Donc, en phénoménologie, est-ce que le dépassement de l'état critique, est-ce que c'est ce dépassement qui permet le mouvement et qui permet en fait la continuité du vivant en fait? Est-ce que c'est ce dépassement de l'état critique, d'un état critique? Donc ça, on va voir aujourd'hui à quoi on appelle un point critique, un état critique. D'accord. Et puis, j'avais noté aussi comme question, quelles sont les différences entre le processus d'individuation en physique pure par rapport au contexte de la biologie du vivant, en fait? Voilà, en fait, les deux. On rigole parce que c'est une bonne question. Oui, mais c'est trois très bonnes questions. Effectivement, oui. Et, j'avais noté aussi. Alors, j'ai gribouillé partout du fait, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Non, mais on peut commencer avec ça. En fait, oui, en fait, comment comprendre la phénoménologie des seuils, en fait? Comment comprendre, en fait, le processus de transformation qui va ensuite donner la singularité dans le processus d'individuation. En fait, je ne sais pas si je suis claire, en fait. Les trois premières, c'est tout à fait clair. Oui. Celle-là, peut-être qu'on va... Oui. En fait, je me mélange un peu, je me mets les pieds dans le tapis. Quelles peuvent être les résistances dans le processus d'individuation, justement par rapport à ma première question, qui était de savoir en fait comment et combien la puissance des nouvelles technologies peuvent quelque part empêcher l'expression de l'émergence des singularités. En fait. C'est tout un programme. Et, voilà, pour l'instant, je m'arrête là. Parfait. Bon, alors les premiers points comme ça sur lesquels on va revenir, alors vous savez bien qu'il y a un mode organique d'exposition dans lequel on revient en arrière, on avance, c'est-à-dire c'est vraiment la façon qu'on a de travailler, d'écrire, c'est une façon organique dans le sens auquel tout renvoie à l'autre, on revient, bon. Mais en reprenant un tout petit peu les axes que Sylvie propose, par où on passait, commencer aujourd'hui, je pense qu'il y a deux choses qu'on a essayé de laisser claires la dernière fois. La première, effectivement, c'est qu'est-ce que c'était, ça on avait vu deux fois, non? Qu'est-ce que c'était une position ontologique non substantielle, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire non substantielle, c'est-à-dire, on avait dit que quand même s'il y avait une rupture majeure de notre époque, c'était effectivement la rupture avec le monde occidental, binaire, substantiel, etc. Et que, en suivant Whitehead, on disait, bon, effectivement, là où la physique newtonienne voit des objets dans l'espace, Whitehead, Mach, etc., et ils vont dire, bah non, il n'y a pas des objets dans l'espace, il y a des rapports, n'est-ce pas, qui vont constituer l'espace, non? Même des failles, comme dit Whitehead, des failles spatio-temporelles, à partir desquelles, par des rapports, des dynamiques pures, vont apparaître les objets individuels, c'est-à-dire ce que Whitehead appelle les entités actuelles, n'est-ce pas? Alors on disait que, de ce point de vue de Whitehead, les matchs sont très, qui sont ceux qu'on suit ici, Merleau, Whitehead,
sont très spinozistes dans le sens auquel il n'y a pas d'objet. Il n'y a pas d'objet. Hein, c'est-à-dire Spinoza, là, il était absolument précurseur par rapport à ça. En quelque sorte, il n'y a pas d'objet. C'est une ontologie sans objet. C'est une ontologie des rapports. Des rapports. Et les rapports constituent, à un certain moment, les rapports constituent des objets, des individualités. Nous sommes un certain ensemble des rapports, n'est-ce pas, les rapports qui nous constituent. Les objets inertes sont d'autres rapports qui les constituent. Alors, là-dedans, effectivement, la séparation avec Newton et Galilée n'est pas simplement par la désubstantialisation, sinon qu'elle est par l'effet de quel est le rapport entre entités, non? Que c'est un rapport entre une unité de rapport et une autre unité de rapport. Et là, on voit immédiatement qu'on est dans l'opposé de Galilée, parce que Galilée il disait, pour connaître, il faut laisser de côté les sensations, en tant que là, on est absolument dans une ontologie, dans un dispositif dans lequel ce n'est que par l'interaction entre unités, et chaque unité est une unité, une colonie de rapports, n'est-ce pas? Ce n'est que par l'interaction avec les autres entités qu'on peut connaître, n'est-ce pas? C'est-à-dire que là, on est dans le deuxième pas non galiléen, non newtonien, c'est que pas seulement, il ne faut pas oublier l'essence pour connaître, mais on ne peut connaître qu'à travers l'essence. Voilà. Alors, la dernière fois, on avait commencé avec, effectivement, oui, on va revenir avec les petits schémas qu'on fait perception à perception, et on va essayer de développer un tout petit peu à partir de là. Alors, vous vous rappelez que... Alors là, je ne sais pas comment tu fais avec les trucs, parce que... Je sais pas. C'est compliqué, parce que la caméra n'a... Vous vous rappelez que quand on avait commencé à parler de la théorie de la situation, on avait cité Merleau, Merleau-Ponty. On avait dit, mon corps, va dire Merleau, c'est ma première situation. Alors, ça veut dire quoi? Bon, on avait dit, il faut décomposer en deux, n'est-ce pas? Situation et ma. Ces ma-là, à quoi ça renvoie? Bon, ces ma-là ne peut pas envoyer de façon binaire cartésienne à un sujet qui énoncerait que ce corps lui appartient. Donc, cette instance d'énonciation, nous considérons déjà qu'elle est une dimension interne à la situation. C'est une dimension interne à la situation. C'est-à-dire que ce n'est pas un sujet, ce n'est pas un centre, c'est pas... voilà, c'est-à-dire, dans la situation qui est mon corps, il existe la possibilité de qu'une dimension énonce ceci est une dimension. Ceci est une dimension. Ce n'est pas le sujet cartésien qui énonce de l'extérieur. Mais à la fois, quand on dit mon corps est ma première situation, c'est quoi un corps finalement? Bon, un corps, quand même, est une colonie d'organismes, est un organisme, mais qui est lui-même une colonie d'organismes. N'est-ce pas? Alors, cette colonie d'organismes agencés est composée des organismes qui possèdent leur autonomie en tant qu'organisme. Mais à la fois, quand je dis mon corps, pas mon corps donc n'est pas déjà une unité, et mon corps aussi peut être capturé, participer d'une autre situation, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'agencement permanent, non? Qui fait que pendant une certaine durée, une forme concrète va perdurer. Alors, disons que la situation elle est faite une situation est composée des durées, des vitesses, des lenteurs, comme dirait Spinoza, n'est-ce pas, différentes, hein, mais la situation, à la fois, en étant une colonie une unité organique, colonie d'organismes, n'est-ce pas, voilà, participe à d'autres dimensions situationnelles. Alors, avec Bastien, on avait, justement à partir de là, dans un bouquin antérieur qui s'appelait Les nouvelles figures de l'agir, on avait dit, qu'est-ce qui se passe alors avec ces unités-là?
Ces unités-là, en s'agençant, vont produire ce qu'on a appelé une surface aperceptive commune. Une surface aperceptive commune. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par un agencement, par exemple, avec un animal, un écosystème, un milieu, etc., dans cet agencement, non, nous constituons nous faisons partie d'une colonie organique, et cette colonie organique qui unifie par une sorte de résultante, n'est-ce pas, par une sorte de résultante, cette colonie organique a la capacité d'apercevoir dans une sorte de mélange des possibles. Non? C'est-à-dire que moi, par exemple, je ne peux pas apercevoir l'exemple des ultrasons. Hein? Je ne peux pas apercevoir les ultrasons. Vous savez, nous, on ne peut pas. Les chiens, ils peuvent. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'action, dans la réaction, l'action du chien, de par sa possibilité de faire quelque chose avec les ultrasons, moi, je suis aussi informé, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a l'émergence d'une surface aperceptive qui fait que des choses que, de par la constitution de mon corps, je ne peux rien faire, vous savez, c'est-à-dire la perception, vous vous rappelez, bon, les schémas, on va les refaire. On disait que ici c'est le niveau perceptif, que pour Whitehead, c'est le niveau de la préhension, n'est-ce pas? Ici, c'est le niveau aperceptif, là, c'est le niveau conscient, et là, c'est le niveau conscient réflexif. Bon, pour les humains. Jusque-là, bon. Alors, quand on dit les chiens, ils peuvent faire quelque chose avec l'ultrason, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces contenus résistants, hein, c'est-à-dire la virtualité, Deleuze, n'est-ce pas? Dans ces niveaux-là, dans ces niveaux-là, ce qui existe, tout ce qu'on peut dire qui existe, sont des densités différentes, des vitesses différentes, n'est-ce pas? Mais on est dans un niveau sans forme, pour dire comme ça. C'est-à-dire que à ces niveaux-là, il n'y a pas de forme, il y a une pure dynamique. Il y a une pure dynamique. Ce que j'appelle les contenus résistantes, la virtualité, l'appel. Bon. Alors, avec ces sortes de magmas, c'est-à-dire Platon, dans les Timées, Platon va nommer ça, je crois, le réceptacle, non? Je crois l'appeler le réceptacle, bon, peu importe. C'est-à-dire que dans cette pure dynamique, des sans forme, non? Des pures énergies, pour dire comme ça, je sais pas. Ce n'est pas que dans cette dimension-là, il y ait quelque chose que nous pouvons nommer les ondes ultrasons. Bon, il n'y en a pas des ultrasons. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que l'organisme du chien, en capturant quelque chose de là, de cet extensor, de cette partie, de cette dynamique, avec une partie de ça, peut construire, lui, une image sonore que sont les ultrasons. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce que l'organisme va produire, ce n'est pas sélectionné, comme dans un supermarché, sélectionné de ce qui existe dans les contenus résistants, de ce qui existe dans ce niveau de pure virtualité. Non? Ce que l'organisme va capturer, va appréhender, c'est un X avec lequel il va construire ça. Vous comprenez? C'est un tout petit peu, si vous voulez, une extension de Varela, dans le sens auquel, avec la même perturbation, un animal va construire une image X et l'autre une image Y, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est Varela, on a parlé beaucoup de Varela, non? C'est l'idée de qu'il n'y a pas de perception dans le sens de perception comme classiquement, non? Là on parle de cette façon. Hein? Varela va faire cette révolution dans la neurophysiologie de la perception, dans laquelle il va dire ce qu'il y a, c'est des perturbations, et à partir de cette perturbation X, chaque organisme va construire des images qui parlent plus de sa structure que de l'X
qui arrive. Vous comprenez? Alors, nous ne pouvons même pas dire, après, si on parle un peu, on essaie d'être un peu plus strict dans le langage, on ne peut même pas dire les chiens vont appréhender, à percevoir, à capturer des ultrasons. On ne peut même pas dire ça, vous comprenez? Avec X, les chiens peuvent produire des ultrasons. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, ce n'est pas que, par exemple, le Whitehead va dire il y a des préhensions négatives et des préhensions positives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a comme une sorte de sélection. Hein? Alors, Whitehead dira, dans l'exemple des ultrasons, Whitehead dira l'organisme humain a une préhension négative par rapport aux ultrasons, il dirait. Par contre, l'organisme chien a une préhension positive par rapport à l'ultrason. Et nous on dit peut-être c'est comme ça, mais peut-être il faudrait aller un peu plus loin. Non, nous on dit ça on dit ça depuis la biologie, que c'est un tout petit peu, c'est que les manque un tout petit peu au travail de Whitehead. Non, nous on dit peut-être quand on dit les chiens, il peut avoir une préhension positive par rapport aux ultrasons, donc on est en train de dire trop. On est en train de dire trop parce que c'est avec X que les chiens peuvent faire cette image auditive. Alors il y a effectivement ce que dit Barbaras, non? Quand il va dire attention parce que ces contenus résistants, c'est pas non plus une sorte de homogénéité sans forme radicale homogène, n'est-ce pas? Il va dire si je peux construire une image, Barabas, non? Il va dire si je peux construire une image mettons de l'ultrason, c'est quand même parce qu'il y a quelque chose dans les contenus résistants qui se laisse construire comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a quand même, c'est pour ne pas tomber dans une sorte de solipsisme à la fois, vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a comme un pas réaliste dans lequel, effectivement, c'est vrai dans le sens un tout petit peu, vous voyez, c'est entre ce que nous disons et ce que dit Whitehead, non? C'est-à-dire que on dit, c'est pas qu'il y ait des ultrasons et que les chiens vont les capturer, non? Mais c'est pas non plus que X soit absolument amorphe et que les chiens, à partir d'un stimuli tout à fait amorphe, construisent des ultrasons. C'est compréhensible ça? C'est-à-dire, oui. Dans cette description, est-ce qu'il ne manque pas aussi le fait que le chien, enfin que l'être vivant s'agence avec cet inerte, ça donne une forme aussi, peut-être aussi c'est-à-dire que l'être vivant en s'agençant avec... moi, j'ai en tête l'exemple de la réduction de paquet d'ondes. En regardant un truc, on donne une forme à ce X tolérant. Oui, alors c'est pas tout à fait les paquets d'ondes et l'image classique, disons, archétype de ça. Mais l'appréhension n'est pas simplement préhension justement d'un sans forme absolue ou d'un pur paquet d'ondes qui aura une réduction. L'appréhension, il faut la prendre aussi dans l'effet de je bouffe. Hein, c'est-à-dire, je bouffe de la viande, et alors avec de la viande, je participe, mon corps produit ses protéines. Tu vois, alors, l'appréhension n'est pas préhension c'est vrai que la réduction du paquet d'ondes en physique quantique est l'image que Spinoza va avoir une sorte de clairvoyance, parce que Spinoza va dire, au fait, les parties composées, non, sont composées d'une infinité de petites parties, infiniment petites et sans forme. Bon. Et alors, ce que Spinoza va faire, c'est quand même incroyable, il va construire l'image de la réduction du paquet d'ondes dans la physique. C'est-à-dire, il va dire, comment se constituent les parties composées, va dire Spinoza. Il va dire, les parties composées, ils sont des formes, ils ont une antériorité, ils sont en grandeur, etc. Et il va dire, ils sont constitués d'une infinité de parties infiniment petites qui n'ont ni grandeur ni forme.
C'est-à-dire qu'on se dit, mais il est en train de parler des ondes, de ce qui va donner, dans une réduction du paquet d'ondes, un électron, une particule. Non? Alors, Spinoza, il a effectivement, j'imagine que pour les contemporains, ça devrait être très difficile à comprendre. Et nous, qu'on est après la révolution quantique, on se dit, Spinoza, il avait eu l'intuition de comment, à partir d'un certain seuil, pardon, je parle espagnol, à partir d'un certain seuil, émerge une forme. N'est-ce pas? À partir d'un certain seuil, émerge une forme. Non? Mais bon, voilà, dans l'appréhension, pas tout est composition à partir d'infinitement petit, etc., ou de la pure énergie. Si tu prends un être vivant, un homme qui s'agence avec un autre homme, il le transforme. Si. Ça, non, ça on va aller à la... Si. Non, là c'est... Alors, c'est ce qu'on avait dit, c'est que le niveau de la perception ou de l'appréhension, en rapport avec la dimension virtuelle, comme dit Deleuze, la dimension de la virtualité, à niveau de la perception, devient une forme. Alors on disait, il devient une forme, et bon, c'est ce que Deleuze appelle l'actuel par rapport au virtuel, et l'actuel. C'est-à-dire que c'est le phénomène qu'on disait la dernière fois des concrescences. C'est-à-dire qu'à partir de cette interaction entre l'organisme et les contenus résistants, à partir de cette couche-là, ce soubassement-là, il y aura un phénomène de concrescence qui va faire émerger des formes. Mais par forme, il faut entendre pas seulement des formes, dans le sens d'une forme bidimensionnelle, c'est-à-dire une forme avec une consistance, encore. Et alors, ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'effectivement, il ne fallait pas confondre, je reviens un peu, on l'a vu la dernière fois, mais bon, vous me posez des questions si vous voulez, il faut, après je vais avancer un peu plus, mais si ce n'est pas clair, même les gens qui sont par Zoom, d'accord, je continue. Bien. Alors, on disait, ici, au niveau de la perception, qu'est-ce qui va émerger? Il va émerger une forme. Alors on disait, attention, parce que si on évoque Spinoza quand il va dire la substance, elle a deux attributs, non? La pensée et l'étendue. Alors on a tendance, et à juste titre, de mettre l'étendue du côté de la concrescence. C'est-à-dire, je capture, et avec ce que je capture, émerge une forme. Non? Mais alors, on disait la dernière fois, mais si les deux attributs sont l'étendue sur ces côtés-ci, et la pensée, alors ça veut dire comment que... Ça veut dire que les points d'arrêt, pour dire comme ça, ou ce qui va orienter, ce qui va structurer la concrescence, dépend de la pensée. Alors c'est un tout petit peu étonnant, on disait la dernière fois. On disait, alors ça veut dire par exemple, je ne sais pas, en parlant de façon un peu caricaturale, on dirait que, donc avant qu'il existe dans le monde de l'espèce humaine, avec une pensée articulée, la concrescence, l'individuation, ne connaît pas de points d'arrêt, par exemple, ou irait dans tous les sens. Alors on disait qu'il fallait quand même faire attention dans la lecture de Spinoza à comprendre que l'attribut pensée, il faut le comprendre comme l'attribut donation des formes. N'est-ce pas? L'attribut pensée est la donation des formes. Vous comprenez? Et la pensée articulée, c'est autre chose. La pensée articulée, c'est autre chose. Je vais vous donner l'exemple, vous vous rappelez, de Martin Pêcheur. Et je vais vous donner l'exemple de Martin Pêcheur en disant, les Martin Pêcheurs, ils composent ce rapport de telle façon que, avec les poissons qui est dans l'eau, il peut effectivement savoir où est les poissons, parce que par les formes, il fait les calculs de la réfraction de l'eau. En tant qu'ici, on fait un calcul. Alors, ces calculs qu'on fait ici a la caractéristique de pouvoir se tromper.
Par contre, les martins-pêcheurs ne se trompent jamais. Vous voyez, les martins-pêcheurs, ils peuvent avoir un problème au cerveau, un problème au bec, tout ce que vous voulez, mais de toute façon, bon, je rentre de l'Italie, le français, l'espagnol, quel que ce soit les problèmes qu'il y a les martins-pêcheurs, bah, ça sera toujours absolument adapté. Vous comprenez, de la même façon qu'on dit, par exemple, quand on regarde un mirage dans les desserts, bah, un mirage, c'est pas une abstraction, c'est pas n'importe quoi. Un mirage, c'est exactement, d'un point de vue de la physique optique, ce que vous devez voir dans cet angle-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que, donc, même si le martin-pêcheur a un problème dans son petit cerveau, et il n'arrive plus à pêcher, c'est pas parce qu'il s'est trompé, c'est parce que dans la transformation de son corps, hein, on ne sait jamais ce qu'un corps peut. Hein, alors, les martins-pêcheurs vont découvrir tout à coup, à travers une transformation de ce qu'il peut, il découvre qu'il ne peut pas. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'ici, on est avec ce qu'un corps peut. Découvrir ce qu'un corps peut, ce qu'un corps ne peut pas. Ici, on est dans une sorte de rupture, une séparation. Alors, je vais vous donner un petit exemple de ça pour revenir à... Bon, donc ici, il y a la virtualité, ici, c'est l'actualisation. Ici, la conscience, c'est pour les animaux qui peuvent construire des images conscientes, et la conscience réflexive pour l'homme. On disait même la dernière fois qu'à niveau des plantes, aussi on trouvait les mêmes mécanismes jusque-là. N'est-ce pas? C'est-à-dire que la plante, aussi par rapport à ce qui va capturer, ce qui va appréhender, va construire quelque chose que nous, on appelle les images. Je ne sais pas comment ça se passe pour la plante, n'est-ce pas? Mais va construire des unités, du multiple, va faire un 1 par rapport auquel va agir. Vous comprenez? C'est-à-dire que la forme, c'est aussi l'unification d'une multiplicité pour un 1 qui a du sens pour l'être vivant qui est là, que ce soit une plante ou que ce soit un animal. Alors l'exemple que je voulais donner, dans des rapports du corps avec la pensée articulée, c'est un exemple, la pensée articulée, non, c'est comme on dirait la chaîne symbolique, non? Oui. J'ai une question. Pourquoi la forme elle apparaît là au 3e étage? Au 2e. Au 2e étage et pas au rez-de-chaussée. Pour moi, la forme elle est intrinsèque à la chose. Et peut-être qu'au 2e étage, moi, je l'appréhende, et du coup, c'est moi qui vais intuiter quelle est sa forme, mais elle a déjà sa forme indépendamment de ma perception. Du coup, je ne comprends pas pourquoi. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a un niveau qui est un niveau que nous disons de pure dynamique, dans lequel tout ce qu'on peut reconnaître, c'est des vitesses et des densités. C'est tout. Donc, on ne peut pas reconnaître des formes. C'est comme si tu disais au-dessous du seuil atomique, par exemple. Tu vois. Alors tu te dis, à un moment donné, dans la réduction du paquet d'ondes, apparaît une particule que tu peux identifier. Tu peux expliquer juste c'est quoi le paquet d'ondes? Je n'ai pas la référence. Ah, bon d'accord, mais j'explique vite fait. Moi j'ai déjà fait de la physique, mais juste c'est quoi le... Non, la réduction du paquet d'ondes, tu sais, c'est-à-dire, c'est la découverte du quantum. Hein, c'est-à-dire, ça veut dire que à un moment donné, c'est un photon, voilà, un photon, une particule, quelle que soit la particule, peut se comporter comme onde, tu vois, et alors un électron occupe toute cette pièce, tu vois, ou dans la interaction avec un appareil de mesure peut se comporter comme particule. Alors, on appelle ces localisations une réduction des paquets d'ondes. Tu vois? Alors l'exemple qu'on donnait comme ça, que c'est l'exemple classique, tu vois, c'est, on dit, si tu vas pêcher, tu es newtonien, tu vas pêcher, si tu pêches, si tu sors un poisson et tu es newtonien, tu dis, le poisson était dans le temps, tu vois. Si toi tu es plutôt dans la physique quantique, tu vas pêcher, c'est parce que tu as mis en place le dispositif de capture, qu'on appelle des mesures, non, qu'à un moment donné, probabilistiquement, en plus c'est pas prédictible, il y aura la réduction des paquets d'ondes, donc il y aura une particule. Tu vois, alors, voilà, c'est les poissons quantiques ou les poissons newtoniens, tu vois. Voilà.
Alors, bon, je voulais raconter un petit exemple pour avancer dans les rapports entre la pensée et la pensée articulée. Hein. Et vraiment, je vous dis, c'est-à-dire quand on relit Spinoza ou quand on est en train de... Les rapports de la pensée avec l'étendue, moi je pense que c'est très très important, c'est une clé fondamentale de voir que la pensée qui est la pensée attribue dont parle Spinoza, ce n'est pas la pensée articulée. Hein? C'est-à-dire qu'en général, les gens qui étudient Spinoza se trouvent face à ces murs-là de dire, mais comment vous savez, pour Spinoza, la substance, il a deux catégories, c'est comme si c'était biface. Hein? Et la pensée et l'étendue, ils vont toujours ensemble. Et toute modification de l'étendue modifie la pensée, en permanence. C'est-à-dire que c'est les parallélismes de Spinoza. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'avec une pensée un tout petit peu, avec un point de vue un peu classique, on se dit, mais comment la pensée? Vous voyez, la pensée articulée. On dit, la pensée articulée accompagne les mouvements de la matière, pour dire comme ça. Et c'est un peu compliqué, n'est-ce pas? C'est un peu compliqué parce qu'on se dit, bon, mais quel est le rapport entre la pensée et la matière, pour dire en façon un peu caricaturale? Et en fait, il n'y a pas de rapport, de parallèle entre cette pensée-là, la pensée, et les phénomènes concrécents de la matière. Vous comprenez? Il n'y en a pas. Même politiquement, souvent, c'était la question de dire quel est le rapport de la théorie par rapport à la pratique, n'est-ce pas? Et quand on sépare les rapports de la théorie par rapport à la pratique, ce qu'on laisse de côté, en produisant des idées abstraites, ce qu'on laisse de côté, c'est que la pensée qui est parallèle à la pratique, au processus, ce sont les formes des processus. Vous voyez? C'est-à-dire que même ce qui arrive en clinique, dans la clinique psy, c'est-à-dire dans la clinique psy, souvent, plutôt que d'essayer de comprendre quels sont les processus dans lesquels quelqu'un fonctionne, dans lesquels quelqu'un existe, on adhère au récit, n'est-ce pas? Et à vrai dire, c'est que pour comprendre un processus, ce qu'il faut effectivement, c'est essayer de voir les formes dynamiques que ces processus-là produisent. Mais qu'il n'y a aucune raison pour que ces formes dynamiques coïncident avec la pensée articulée. Alors pour voir cette différence entre forme dynamique et pensée articulée, l'exemple qu'on avait donné plusieurs fois, c'est-à-dire quand on voulait, on avait besoin d'expliquer que la pensée, les différentes catégories, etc., n'étaient pas produits du cerveau humain. Alors on a besoin de dire les pensées, les constructions ne sont pas produits du cerveau humain. Alors on donnait comme exemple, un exemple anthropologique, on disait, regardez par exemple, tous les peuples de montagne jouent la flûte. Pourquoi ils jouent la flûte? Parce qu'il y a des cannes, des végétaux très très durs, que comme il y a un vent très fort qui souffle, non, il y a une sorte de son qui est un son de la montagne, qui est un son, vous voyez, c'est un son qui est une sorte de son de flûte. Hein. Alors il arrive l'Indien et il prend une flûte, il fait 2 trous et il donne un niveau de plus, vous comprenez? C'est-à-dire qu'il interprète, il modifie lui un peu le son qui est déjà là. Bon, là on est au niveau des processus, vous comprenez? C'est-à-dire émerge des formes. La forme de la pré-flûte, pour dire comme ça, c'est-à-dire le son de la montagne, du vent dans la montagne, les cannes, je ne sais pas quoi, c'est déjà une forme. C'est déjà une forme absolue, parce que par exemple, que ce soit pour l'Indien Koya, comme pour les condors, comme pour les animaux qui sont par là et les lamas, comment va se former ces sons, les formes qu'il va prendre ces sons, est plein d'indications, plein d'informations, vous comprenez, sont des stimuli avec lesquels il peut faire quelque chose. Voilà. Donc là, on est à niveau des processus. Voilà. Alors, les pas suivants, c'est il arrive un blanc de la ville et il entend ce qu'il joue l'Indien et il va à discrétiser
c'est continu. Là, on est dans un continuum, n'est-ce pas? C'est-à-dire là, on est un continuum. Là, il n'y a pas, c'est pas saucissonné. Il y a des hauts, des bas, des vitesses, des lenteurs. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire, pour dire caricaturellement, qu'est-ce qu'il va faire l'occidental, non? Il prend ces contenus-là, et ces contenus-là, il va identifier là où il y a des accélérations, des intensités. Alors on peut dire que les accélérations et les intensités, on peut dire que ça peut être la base de la musique. Il y a des accélérations et des intensités. Alors les accélérations, il va les mettre en croche, semi-croche, blanche, je sais pas quoi. Et la densité, l'intensité, pardon, il va la mettre aiguë, grave, par exemple. Non? Alors, il quadrille ça, et il va faire une partition. Vous comprenez? Alors donc, là, il y a dans la partition existe ici. La partition existe ici. La partition est la discrétisation d'un processus continu. Un processus qui a des accélérations, des lenteurs, des densités, etc., des intensités différentes, mais qui n'a pas en soi une division. C'est compréhensible ça? Oui. On ne sait pas trop si c'est compréhensible, mais bon, moi je vais continuer. Et alors, la partition, qu'est-ce que c'est? La partition, c'est la discrétisation mathématique, absolument dans la musique dans tous les cas, hein. Ça c'est une mathématisation d'un processus qui, dans le réel de l'existence, est un processus continu. Vous comprenez? Il y a un continuum. Alors, c'est quoi, si on dit, mais qu'est-ce que c'est le fameux binarisme occidental? Bon, le binarisme occidental consiste directement à faire les mécanismes inverses, n'est-ce pas? De dire, ça serait comme si on mettait comme ça, et la partition, elle est là. Vous comprenez? C'est-à-dire que l'inversion moderne, l'inversion occidentale consiste à dire, il y a dans le réel de l'existant, il existe des unités discrètes. C'est ce qu'il va dire Deleuze quand il va dire, pour l'Occident, le réel est numérique et le numérique est réel. Vous comprenez? C'est les mécanismes de colonisation occidentale de la vie et des processus de la vie. C'est-à-dire, c'est l'inversion, n'est-ce pas? Et vous voyez bien, c'est-à-dire à tel point qu'on dit il faut abandonner ce niveau-là, que c'est le niveau de la pure sensation. Hein, c'est le niveau dans lequel les rapports composent. C'est-à-dire que les rapports qui ont composé cette unité composent avec les rapports des autres unités qui se manifestent là aussi. N'est-ce pas? Alors, l'Occident va dire, pendant longtemps, l'Occident va dire, à partir de Galilée, va dire il faut oublier ça. Il faut oublier ça parce que le réel, l'univers, est écrit en langage mathématique. C'est-à-dire que la langue, c'est-à-dire que la résultante situationnelle qui constitue un individu singulier vivant est une infinité de vecteurs qui nous constituent. Hein? Une infinité de vecteurs qui nous constituent. Parmi lesquels la mémoire. La mémoire est très importante parce que la mémoire physique, je parle, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, la mémoire, c'est ce qui stabilise l'organisme actuel. Alors, de ce point de vue-là, nous disons, par exemple, si on simplifie un peu la chose, hein, on dit quels sont les éléments et parties qui constituent Jean-Pierre. Alors on dit, bon, Jean-Pierre, il est européen, il est mâle, il est, je ne sais pas, bon, on donne quelques vecteurs comme ça qui les constituent. Mais on donne aussi des vecteurs culturels, par exemple. Il est musulman, juif, chrétien, athée, il est latino-américain, français, vous voyez. Alors, ces vecteurs-là,
en incluant les vecteurs somatiques, non? Et ces vecteurs-là ne s'articulent pas pour cette unité dynamique qui est cette personne-là, ne s'articule pas dans une sorte de pourcentage comme une recette pour faire un gâteau. Vous voyez, 10% de sucre, 30% de farine, je n'ai jamais fait un gâteau de ma vie, non, mais donc on dit, voilà, non, c'est pas tant de pourcentage. Ce qui est la particularité de chaque être organisé, c'est qu'il est 100% chacun de ces éléments-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que ce n'est pas un mélange savant, ou pas savant, je sais pas, un mélange pourcentuel dans lequel, par exemple, on pourrait dire écoute, moi je suis 30% un homme, 20% argentin, et tu sais, pour moi, l'effet d'être né à Buenos Aires, ça fait quand même très important, donc on va mettre 50%. Bon, mais non, c'est pas comme ça. Là, les modes d'appartenance dynamique des vecteurs qui constituent un organisme vivant, et comme ça, sont à chaque fois, c'est 100%. Vous comprenez? C'est 100% de tout. Parce que chaque vecteur est 100%. Sans oublier que chaque vecteur est constitué d'une multiplicité de vecteurs, etc. Alors, ceci nous mène à un point qui est le fait de quel est notre rapport entre les éléments qui nous constituent et notre identité. Et là, on va parler plutôt socialement. Par exemple, je dis, je suis argentin. Vous ne pouvez pas savoir quel bonheur c'est d'être argentin vous-même. Mais bon, ça, ils sont des côtés. Et surtout si vous êtes de Buenos Aires, mais alors là, vous sentez vraiment... Tous les autres se trompent, vous êtes les peuples élus. Mais bon. Alors, je dis, je suis argentin de Buenos Aires. Alors pour moi, effectivement, comme pour tous les porteños, comme on s'appelle, c'est très important d'être argentin de Buenos Aires. Alors je dis, cet élément-là, être argentin de Buenos Aires, je le partage avec quelques millions de couillons. Par exemple, qui sont votés Milei, vous voyez. Il y a des flics, il y a des militaires, il y a des banquiers, ouf, pire encore, vous voyez. Parce que bon, s'il n'y avait pas les banquiers, les flics et les militaires, ils seraient au chômage. Et alors donc, on dit, mais alors tout à coup, grosse déprime, vous voyez, c'est une chose c'est être à Paris en écoutant du tango dans mon fauteuil club, et dire, ah, moi que je suis argentin, de Buenos Aires, et autre chose c'est quand j'arrive à Buenos Aires, je vois tous les autres connards, non? Je dis, ah voilà, non attendez, je suis saxophoniste, vous voyez, et tout à coup je dis, non, d'accord, mais moi je suis saxophoniste, vous voyez, c'est-à-dire... Et là, vous voyez tous les camés, là, et vous dites, non, saxophoniste, non, quand même. Bon. Et alors, la question, c'est une question très importante, mis à part toutes les conneries que je raconte. C'est une question très importante parce que l'élément partagé, c'est pas ce qui va créer le commun. Vous comprenez? L'élément qu'on partage, on est 100% chaque élément, mais l'élément que je partage, c'est pas ça qui va créer le commun. Le commun est toujours un agir à partir de la donne. Vous comprenez? La donne, c'est ce qu'on a, voilà, argentin, mec, je sais pas, papa, saxophoniste, voilà. Mais à chaque fois que j'essaie de créer du commun à partir de la donne, l'élément donné, la seule façon que j'ai de créer du commun à partir de la donne, c'est la guerre. Pourquoi? Parce que, comment je fais pour dire « nous les Argentins » il faut être très con pour dire « nous les Argentins ». Eh bien, nous les Argentins, les militaires, à l'époque de la dictature, ils ont réussi des fois à dire « nous les Argentins ». C'était la dictature, ils massacraient tout le monde. Et voilà la stupidité humaine, majoritairement mal, mais bon, pas que, le football. C'est incroyable, moi à l'époque j'étais en tôle, il y a les Coupes du Monde, et l'Argentine gagne. Voilà, l'Argentine gagne, et je vois des copains, là, torturés, massacrés, et les gardiens criaient « Argentine, Argentine ». Bon,
Il n'y avait pas des antidépresseurs, sinon j'aurais pris la boîte. Parce que je dis, mais Argentine, quoi tu parles, n'est-ce pas? Eh bien, cette unité imaginaire était donnée grâce au ballon, hein, c'est-à-dire le côté guerrier des merdes dans le football. Non? Les militaires, ils ont gagné 3 ans entre la Coupe du Monde et perdre toute cette unité guerrière. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la guerre. Ils sont allés envahir les îles Malouines, ou Falkland, comme vous voulez. Alors, voilà, on est argentin. Bon, là, j'étais en France. Et j'étais déjà, on m'avait donné un coup de pied au cul, et j'étais arrivé en France. Et il y avait des copains dans l'atoll qui donnaient leur sang pour les patriotes qui allaient conquérir la Falkland. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on veut créer une unité à partir de la donne, parce qu'être argentin, c'est une donne passive. Vous comprenez? C'est passif. À chaque fois que j'essaie de construire une unité à partir de la donne passive, la seule possibilité, c'est la guerre. Et un exemple malheureux et bien actuel, c'est Israël. Quand vous prenez un juif arabe du Maroc, de la Tunisie ou de l'Éthiopie, et un juif russe de Moscou, de quoi, un juif ashkénaze de Paris, un juif séfarade de New York, et vous les mettez tout ça ensemble, n'est-ce pas? Eh bien, la seule façon que vous avez pour qu'existe une unité, c'est d'avoir un ennemi. L'ennemi, c'est la façon de créer une unité. Il y a d'autres façons de créer une unité plus pacifique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas par rapport aux humains. C'est que le tournant linguistique en France, c'est-à-dire cette idée de que tout est signifiant, etc. C'est par exemple de dire comment je peux nommer les trains de midi 45. Alors je dis, à la gare de l'Est, il y a un train de midi 45 qui part vers Reims. Vous pouvez constater. Il y a un TGV qui part à Reims à midi 45. Alors, un jour, vous arrivez, tous les wagons ont changé, mais c'est les trains de midi 45. Un jour, ils ont changé les wagons, la locomotive, c'est les trains de midi 45. Un jour, il part 1 heure plus tard. Alors, ils disent, mais le train de midi 45 est parti. Bon. Et un jour, il n'y a pas. Alors, ils disent, aujourd'hui, il n'y a pas les trains de midi 45. Donc, cette entité-là est une unité, qui est une unité, pour le dire, linguistique. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va unifier de l'extérieur en créant une unité abstraite qui s'adresse à une éventuelle unité matérielle, même si elle peut ne pas exister, l'unité abstraite reste, les 30 de midi 45. Bon. Le seul mode d'unification interne ça va, intérieur, non? Le seul mode d'intégration intérieur autoproduit, c'est l'organisme. Vous comprenez? C'est là la particularité de l'organisme, c'est qu'un organisme, c'est auto-organisme. Bien. Alors, ces éléments, qui sont à chaque fois 100%, les rapports qu'on a avec ces éléments, non, les éléments qui nous constituent, ce n'est pas un rapport avec ceux qui partagent cette donne. Alors, c'est un rapport avec quoi? Ben, c'est un rapport d'intimité. Vous voyez, c'est un rapport profondément d'intimité. C'est-à-dire que tous les éléments qui nous constituent sont des éléments que nous pouvons explorer, connaître, c'est les rapports qui nous constituent, comme dans le sens spinoziste, n'est-ce pas? C'est-à-dire, nous pouvons connaître les rapports qui nous constituent en pure intimité. C'est-à-dire, si moi je veux être dans un rapport avec mon argentinité, pour peu que ça peut dire quelque chose, eh bien, ce rapport avec mon argentinité, je ne peux le trouver que dans l'intimité de ce que ces éléments-là argentins me constituent. Vous comprenez? C'est-à-dire, et si je veux créer du commun, eh bien, les communs ne se constituent jamais à partir de la donne. Les communs se constituent à partir des projets communs, hein, et les communs est toujours action. Les communs est toujours action. Je vous rappelle que même pour celles qui se rappellent de Karl Marx, et que même Marx, quand il va à définir la classe sociale, il ne dit pas que le fait d'avoir en commun, le fait d'être ouvrier, suffit pour être dans la classe.
Et il va faire une différence. Il va dire, il y a la classe en soi, et la classe en soi, c'est une série éparse. Et la classe pour soi. Et la classe pour soi, c'est une classe dans laquelle certains ouvriers partagent un projet commun. Vous voyez? Alors, nous sommes, ça c'est quand même un élément très important parce que effectivement, nous sommes dans un moment historique dans lequel, devant la grande crise sociale que nous sommes en train de vivre, historique, on voit bien comment il y a des essais permanents pour créer du commun à partir de la donne. N'est-ce pas? Alors, tout commun créé à partir de la donne ne peut être que contre quelqu'un. Hein, c'est-à-dire, parce que les éléments que je partage avec les autres ne suffisent pas pour créer des communs. Juste un point, Miguel, je ne sais pas si tu l'as dit ou pas, c'est qu'effectivement la résultante, le 1 multiple qui unifie, et pas un vecteur de plus qui viendrait depuis l'extérieur donner une cohérence à l'ensemble des vecteurs qui nous constituent. La résultante, elle s'exprime à l'intérieur, depuis l'intérieur de chacune des dimensions dont nous sommes 100%. C'est pour ça que si on partage effectivement un même vecteur comme le fait d'être argentin avec 10 millions d'autres, évidemment ça ne détermine pas une trajectoire commune avec tous les autres. C'est pour ça que, par exemple, être convoqué par sa nationalité en 1940 dans la France de Vichy pouvait soit donner lieu à la production d'un résistant ou d'un collabo. C'est parce que la résultante, elle s'exprime depuis l'intérieur de chaque vecteur et non pas comme un vecteur de plus qui de surcroît serait supérieur aux autres vecteurs. Oui, moi j'ai beaucoup dessiné la résultante au tableau, alors je ne vais pas encore faire la résultante. Vous avez un tout petit peu vous faire une idée ou de vous rappeler qu'est-ce que c'est une résultante d'un parallélogramme de force, non? Qu'on apprend, je ne sais pas, en troisième, peut-être, non? Non, plus tard? Ouais, plus tard. Hein? Oui, plus tard, je pense. Beaucoup plus tard? Troisième, les maths et la géométrie, c'est le nouveau très bon. Bon, non mais bon, les parallélogrammes de force, bon d'accord. Alors, au doctorat de physique, quand vous apprenez qu'est-ce que c'est un parallélogramme de force, l'idée, je l'ai dit rapidement parce que ça fait même honte d'encore dessiner au tableau le parallélogramme de force, et tellement de fois je l'ai fait, c'est que il y a des forces physiques qui sont par exemple 3 personnes qui poussent un armoire. Ce sont des forces physiques, ça sont les vecteurs physiquement existants. La résultante est de quel côté va aller l'armoire, qui n'est pas ni l'essence de lui, ni de lui, et parfois il y a un con qui pousse même de l'autre côté, n'est-ce pas? Et alors, la résultante c'est quoi? La résultante c'est vers où va aller l'armoire. Mais la résultante ne correspond à aucune force physique concrète. Vous comprenez? La résultante est comme chaque vecteur, comme chaque un de ceux qui poussent l'armoire vont expérimenter la résultante. Parce que la résultante sera la résistance que l'armoire va faire pour chacun. Vous comprenez? C'est-à-dire, étant donné comme il pousse les autres, il y a une résultante, de quel côté va. Et je vais sentir comme résistance, la force que je sens comme résistance, c'est la résultante. Sauf que cette résultante est la seule force des parallélogrammes, de l'espace vectoriel, qui ne correspond pas à une force physique concrète. Alors, nous disons, tous les vecteurs qui constituent un individu sont des vecteurs consistants, réels, pour dire comme ça, correspondent à quelque chose, mais la résultante qui unifie, ce n'est pas un vecteur. C'est une pure dynamique d'unification. C'est une pure dynamique organique d'unification. Ouais. Bien. Je disais, là, une petite parenthèse, je disais que parmi les vecteurs qui constituent la mémoire, parmi les vecteurs qui constituent, parce qu'aujourd'hui on voudrait arriver à commencer un point important, après je reviens avec la mémoire, mais un point important c'est que la situation pour nous, devient ce qui va prendre la place de, pour le dire comme ça, le sujet agissant, l'agent qui agit, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si ce n'est pas l'histoire, si ce n'est pas la classe, si ce n'est pas l'individu, on dit, qu'est-ce qui agit? Or, agir veut dire, effectivement,
ce qui est en dispute, pour dire comme ça. Ce qui est en dispute, c'est qu'est-ce qui agit librement. Vous comprenez? Alors, on dit Dieu agit librement. Non, l'individu agit librement. Non, les groupes agissent librement. Bon, et il y a plusieurs candidats, et historiquement, et les différentes cultures vont dire qui agit librement. La Pachamama, chez nous, agit librement. La Mère Terre agit librement, par exemple, n'est-ce pas? Alors, qui agit librement apparaît comme le sujet de l'histoire. Hein? Les sujets. Le ou les sujets. C'est lui qui agit librement. Agir librement, ça veut dire agir causa sui. Causa sui, ça veut dire que tu es ta propre cause. Bon. Alors, la situation pour nous, pour dire ça, non, pour avancer ce point-là, pour nous, effectivement, si nous on avance que la situation est une unité organique, que la situation est la condition d'existence d'un niveau de stabilité, de réalité, ben pour nous, ce qui agit, ce qui est causa sui est la situation. Alors, il faut bien comprendre que si bien Jean-Pierre peut être, à un certain moment, un individu peut être une situation, parce que mon corps est ma première situation, c'est dans certains moments, ça dépend dans certaines dynamiques. Pourquoi? Parce que, comme l'individu n'est pas substantiel, la situation, elle défait l'unité individuelle et les éléments qui formaient l'individu forment pas au même moment d'autres situations. Vous comprenez? C'est-à-dire que les éléments et les parties qui me constituent en tant que corps, ces mêmes éléments et parties, au même moment, c'est pas après ou avant, au même moment font partie et sont éléments d'autres situations. Alors, quand je dis la situation est causa sui, ça ne veut pas dire du tout retourner à l'individu est causa sui. Par contre, on peut dire, comme l'individu, dans certaines circonstances, est une situation, en tant que situation, il y a des éléments causa sui. Mais il n'est pas causa sui en tant qu'individu. Il est causa sui en tant que multiplicité agencée, mais en permanence, les éléments et les parties qui composent l'individu, agencés avec d'autres éléments et parties, constituent d'autres situations. C'est pour ça que quand Plotin il dit comment je peux dire ceci dépend de moi. Vous voyez, tel acte dépend de moi. Qu'est-ce qui dépend de moi? Non? Ce qui dépend de toi, c'est difficile à savoir. Parce qu'il y a des choses qui dépendent de toi en tant qu'une unité causa sui, mais il y a un tas d'autres choses qui ne dépendent pas en toi unifié, n'est-ce pas, auquel tu participes. C'est compréhensible. C'est-à-dire, c'est ce mélange, bon, on va revenir là-dessus. Dans tous les cas, les derniers éléments que je voulais aborder par rapport aux éléments qui nous constituent en tant qu'individus, c'est la mémoire. La mémoire, c'est très très important parce que les situations sont des situations qui peuvent par exemple être très éphémères. Je ne sais pas, apercevoir la beauté, par excellence, en philosophie, c'est ce qu'on donne comme une situation éphémère. C'est-à-dire, la beauté n'est pas ni dans l'objet, ni celui qui regarde, émerge, non, comme une expérience, comme une dynamique. Et c'est éphémère. Une situation peut être éphémère parce que tout à coup, entre deux entités, émerge une troisième entité qui est aussi une situation. Alors, une situation a une durée différente. Une situation a une durée différente. Une espèce est une situation étendue. Chaque espèce est une situation étendue. Une situation qui se prolonge dans le temps. De la même manière que chaque corps est constitué de cellules, restons au niveau des cellules. Alors, ces cellules doivent mourir en permanence pour que l'unité corps existe. Le corps meurt quand les cellules arrêtent de mourir. C'est-à-dire, quand les cellules arrêtent de mourir et se renouveler, arrêtent de mourir, le corps meurt. Voyez? Bon, l'espèce, dans ce sens-là, l'espèce est un certain mode de situation parce que l'espèce aussi se manifeste à travers les individus qui la composent, mais ces individus sont aussi des parties qui doivent mourir pour que l'espèce se prolonge.
c'est là aussi l'aberration terrible des transhumanistes, non, avec leur histoire de non-mourir, cette histoire hyper individualisante, non, des transhumanistes de la Silicon Valley, tous ces gens-là, qui créent une sorte, ils sont dans une récréation d'une individuation qui doit être pérenne. Ce qui compte, c'est l'individu. Hein. Ou sinon, c'est bon, c'est Madame Thatcher quand elle dit la société n'existe pas, il n'y a que des individus. Imaginez-vous si nous on transpose ça à dire l'individu n'existe pas, il n'y a que des cellules. Bon, ah bon, il y a des cellules. Non, oui, il y a des cellules, n'est-ce pas, mais même dans cette cyclicité, n'est-ce pas, cette fâcherie qui a eu l'Occident toujours avec la mort, non, cette fâcherie que vous savez, de façon très différente, toutes les autres cultures, ils sont en rapport beaucoup plus pacifié avec la mort, hein, c'est-à-dire il y a des cycles, je ne pense pas, il y a des gens qui meurent très pacifiés, n'est-ce pas, et d'autres qui ne veulent absolument pas, etc. D'accord. Il ne s'agit pas d'un vécu individuel, il s'agit de socialement et culturellement. Il n'y a que l'Occident qui est la société qui a eu un rapport si phobique envers la mort, non? Parce que comme il va se fonder sur l'existence centrale de l'individu, après moi les déluges, non? Après moi les déluges. Et on voit bien cette difficulté qu'a l'individu occidental à comprendre qu'il se prolonge dans la vie, non? Et que la vie est quelque chose auquel on participe en tant qu'unité, mais que personne n'a acheté la vie. Hein? On n'est même pas des locataires, on est des squatteurs, hein, de la vie. Hein? C'est-à-dire on est squatteurs de la vie. Et le fait que notre affaire, c'est que la vie n'est pas quelque chose de personnel. Alors c'est dénoncé que semble bizarre, moi je travaille avec un groupe de psy, non? Et un axe de recherche, c'est ça, comment on fait de la psychopathologie quand on assume que la vie n'est pas quelque chose de personnel. Ou plus encore, plus c'est le personnel, moins est vie. Quelqu'un veut lire sans accent ce texte de Hadot sur Plotin. Toi, par exemple, et puis Rital, un Rital encore, je sais pas. Mais lis lentement. Hein. Lequel? Le Sauvigny? Les stabilités. Stabilité. Tout le paradoxe du moi humain est là. Nous ne sommes que ce dont nous avons conscience. Et pourtant, nous avons conscience d'avoir été plus nous-mêmes dans les moments précis où, nous haussant à un niveau plus élevé de simplicité intérieure, nous avons perdu conscience de nous-mêmes. C'est compréhensible. C'est-à-dire, le paradoxe du fameux moi humain, c'est qu'on n'a jamais autant existé qu'au moment où justement on a accepté les débordements de ces moi, l'oubli de ces moi. C'est pour ça que les moi, loin d'être ces moi de l'énonciation qui dit je suis, mon corps est ma première situation, eh bien c'est un vecteur, mais loin d'être le vecteur plus important, la conscience en permanence brouille. Il y a un autre passage, mais là c'est Plotin lui-même, je peux dire celui-là, par rapport à la conscience et le corps. Avec Bastien, on avait travaillé pendant quelques temps, et on avait vu que c'était la préhistoire de la IA actuelle, non? On voyait qu'est-ce que ça faisait quand on mettait des capteurs, non? Un tas de capteurs pour capter la tension artérielle, la glycémie, tout ce que, il y a plein de capteurs non intrusifs. Et avec un tas de capteurs non intrusifs, tu peux avoir sur ta montre connectée un tas d'informations sur ton métabolisme. Et ce qui était drôle, c'est que la première chose qui apparaissait, c'est que dès que quelqu'un avait une sorte de conscience de son métabolisme, la première conséquence, c'est que ça déréglait le métabolisme. Non? Parce que la conscience, loin d'unifier, la conscience fait chier. Ouais. Juste Plotin ou le commentaire avant aussi? Non, tu vas lire les deux si tu veux. Okay. C'est Hadot, c'est Pierre Hadot. Ouais. C'est Pierre Hadot, c'est un très très beau bouquin sur Plotin, très très beau. Et là, il y a les commentaires de Pierre Hadot et après un passage de Plotin. Donc là, c'est le commentaire de Pierre Hadot. La conscience apparaît en quelque sorte lorsqu'il y a rupture d'un état normal.
La maladie, par exemple, provoque un choc qui nous en fait prendre conscience. Mais nous n'avons pas conscience de l'état de notre corps si nous sommes en bonne santé. Pardon, je reprends parce que là, je n'ai pas du tout suivi des ponctuations, donc vous allez rien comprendre. Mais nous n'avons pas conscience de l'état de notre corps si nous sommes en bonne santé. Il y a plus grave, et donc là, Adocide Plotin. Ainsi, les prises de conscience risquent d'affaiblir les actes qu'elles accompagnent. S'ils ne sont pas accompagnés de conscience, les actes sont plus purs, plus actifs, plus vivants. Et certes, aussi, lorsque les hommes de bien parviennent à un tel état, leur vie est plus intense parce qu'elle ne se déverse pas dans la conscience, mais qu'elle est concentrée en elle-même, en un même point. Et vous comprenez ce qu'il va dire Plotin là, non? Perrado commente ce qu'il va dire Plotin. C'est fantastique parce que ce qu'il va dire Plotin, nous on a travaillé terre à terre, que c'est notre truc, toujours de chercher terre à terre à quoi ça correspond. On a travaillé en neurophysiologie avec des exemples tout cons. Imaginez-vous quelqu'un qui est en train de jouer au ping-pong. Quelqu'un qui est en train de jouer au ping-pong est en train de faire des calculs de physique mécanique, de trigonométrie, un tas de calculs, n'est-ce pas, que le corps fait. Le corps est en train de calculer. Imaginez-vous si tout à coup il devient conscient de ses gestes. Qu'est-ce qui se passe? Il perd la balle. Vous comprenez? Alors, ces exemples-là sont les exemples que Plotin, non, il va dire, c'est-à-dire en quoi la conscience que nous tenons comme si centrale, si importante, en quoi la conscience, c'est pas que, on va dire, en dehors de la conscience, c'est important de voir que c'est un vecteur, vous comprenez, mais en quoi l'Occident, en mettant la conscience au cœur, ce qui va faire l'Occident, c'est diminuer la puissance d'existence même du corps dans ces cas-là, par rapport à ce qu'on parle. Parce que le corps, qui manifeste son lien en plus avec l'environnement, c'est pas un corps, jusqu'ici c'est mon corps. Alors, le corps agit, et à chaque fois que nous essayons d'unifier, de discipliner notre agir par un entonnoir conscient, ce qu'on fait, c'est qu'on casse la dynamique propre du corps. C'est bien l'heure là, non? Ouais, c'est ça. Et alors, la conscience, l'Occident va mettre deux éléments parmi ceux qui constituent la multiplicité. Il va mettre deux éléments, la conscience et la raison. Alors, nous disons, la mémoire est un élément effectivement unificateur, contrairement à la conscience et à la raison. La conscience, pour la conscience, rapidement, on a fait un tout petit peu, on a évoqué, en quoi la conscience, loin d'unifier, loin d'agir sous condition de la conscience, c'est-à-dire, je sais pas, c'est-à-dire, on ne compte pas la myriade d'écrits et des positions politiques, philosophiques, morales, qu'un Occident appelle à la conscience pour agir, n'est-ce pas, qui est le mode de colonisation des corps de l'Occident. L'autre mode de colonisation des corps de l'Occident, c'est la raison. Vous avez la raison, le problème avec la raison, c'est, comme on dit, non, on s'est émancipé des dieux, on s'est émancipé du patron peut-être, mais pour tomber dans la pire des tyrannies, qui est la tyrannie de la raison. Pourquoi? Parce que en agissant en suivant la raison, on se croit libre. Vous voyez? C'est-à-dire que quand j'obéis au roi, je ne me crois pas libre. Quand j'obéis le patron, je ne me crois pas libre. Mais l'Occident a réussi cet entonnoir de la multiplicité que nous constitue, non? Cette disciplinarisation, à travers cette croyance que la raison, qu'effectivement la raison est un vecteur, c'est-à-dire les humains sont parfois raisonnables, parfois. La plupart du temps, pas, il y a des gens qui jamais dans leur vie sont raisonnables. Mais l'Occident, il va créer ce binarisme rationnel-irrationnel. Non? Or, pour nous, éclater cette discipline, c'est non pas aller vers l'irrationnel, mais se rendre compte que les vecteurs qui constituent l'être humain que nous sommes sont les désirs, la pulsion, la passion, l'imaginaire, les goûts, les tropismes, vous comprenez, que
n'ont aucune raison d'être raisonnables. Ça, petite parenthèse, parce qu'on va revenir par rapport à l'algorithme, une des raisons de notre facilité pour tomber absolument soumis au monde algorithmique, c'est que le monde algorithmique est un monde entièrement rationnel. Vous voyez? C'est un monde entièrement rationnel. Et donc, effectivement, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de corps. Hein? C'est-à-dire, alors, moi, dans cette si j'ai continué à assimiler colonialement l'être humain à l'animal rationnel, il n'y a aucune possibilité de s'émanciper de la tyrannie algorithmique. Vous comprenez? Parce que, voilà, c'est la rationalité pure. Alors, la mémoire, comme un autre vecteur, c'est un vecteur de plus, mais c'est un vecteur très important. Pourquoi? Parce que quand on parle de mémoire, on n'est pas en train de parler de la mémoire comme information. Hein? Ce n'est pas les informations que j'ai. Hein? Les informations que j'ai, ça fait partie plutôt, c'est structuré comme la langue, quelque part. Hein? C'est-à-dire, ce sont des informations que je peux reproduire, ou des souvenirs, etc. La mémoire vivante est celle qui va sculpter nos corps, non? Nos cerveaux. Déjà, parlons à niveau cerveau. Comment fonctionne la mémoire dans un cerveau? Eh bien, la mémoire dans un cerveau fonctionne absolument pas du tout comme dans un ordinateur. Quand moi je rentre des données dans un ordinateur, qu'est-ce qui se passe? Je rentre un tas de données, ces données doivent rester là. Hein? Après, par corrélation, boum, 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 ressort les mêmes données. La mémoire, pour les êtres vivants, parlons des mammifères ou des hommes, mais les autres, c'est un peu différent, mais c'est la même histoire. La mémoire, pas du tout. La mémoire, en parlant d'un point de vue neurophysiologique, comment agit la mémoire? Chaque expérience que nous avons, petite ou grande, chaque expérience va modeler les synapses, les neurones et les réseaux neuronaux, et l'ensemble du cerveau, sculpté, vous comprenez? C'est-à-dire, c'est comme si, tout à coup, chaque expérience crée des bosses et des creux, vous voyez? Chaque expérience crée des bosses, des creux, des nouvelles connexions, des migrations de neurones, vous comprenez? Modifie même le neurone en soi, hein? Et ces modifications physico-chimiques déterminent des formes qui, à chaque fois que les stimuli nerveux traversent ces paysages-là, va à évoquer sous un certain mode ce qu'on était. Vous comprenez? Mais ce n'est pas le passé, c'est le présent du passé. Vous comprenez? C'est le présent du passé. Ce passé-là, il est présent. Pourquoi? Parce que ce passé-là, c'est la sculpture même de mon cerveau. Vous voyez, la sculpture physico-chimique. La forme qui va prendre mes connexions, mes réseaux neuronaux, mes neurones. La trace mnésique modifie aussi la vitesse des transmissions synaptiques, par exemple. C'est une modification matérielle, absolument matérielle. Eh bien, donc le passé, c'est quoi? Le passé, ce n'est pas quelque chose qui est derrière dans une temporalité topologisée, comme une route. Je dis hier. Le passé, c'est quelque chose qui existe au présent, qui est là. Le passé, il est là. Le passé, pour le dire comme ça, c'est à concevoir peut-être comme ces paysages que le présent parcourt en permanence. Vous comprenez? Et les futurs, ce sont les virtualités, les possibles qui se présentent au même paysage. Vous comprenez? C'est-à-dire que passé, présent et futur existent dans cette articulation insécable dans laquelle ce que l'on nomme présent, c'est-à-dire l'actuel, pour parler comme Deleuze, hein, l'actualisation, l'actuel. L'actuel est cette dynamique qui circule sur ce qui existe, n'est-ce pas? Qui est ce paysage. Il ne circule pas séparé. C'est important de dire que c'est insécable dans le sens que ce n'est pas que l'information circule sur un support, hein, c'est attention. Hein.
C'est-à-dire, c'est l'interaction de ces bosses et ces creux. C'est l'interaction même matérielle, hein, qui produit comme une vague, comme une onde. Hein. Il n'y a pas une information qui passe, non, sur un paysage. C'est les mêmes paysages dynamiques qui, en se réactivant, actualisent passé, futur et présent. Et c'est intéressant parce que la conscience, trop croire à la conscience, trop structurer nos vies par la conscience, et cet appauvrissement de la profondeur du présent. Vous comprenez? C'est-à-dire que la conscience nous fait croire quelque chose de très très particulier, nous fait croire à la temporalité de la montre, nous fait croire à qu'il y a une seconde. Or, la montre mesure mal des durées des processus. Ce qui existe, ce sont des processus qui ont une durée. Cette durée-là, je sais pas, je mets un sablier. Alors je compte combien de temps les sables tardent pour tomber toutes. Et d'accord, mais les sables qui tombent n'est pas numérique, hein, c'est là où, encore ce soir, c'est Deleuze, et quand Deleuze va écrire « le réel n'est pas numérique et le numérique n'est pas réel ». Vous comprenez? C'est un tout petit peu comme on dit « il ne fait jamais 13 degrés ». Et on dit « il fait 13 degrés ». Et nous les Occidentaux, et plus encore maintenant avec tous les cacaphones et toute cette merde qu'on se balade, on ne regarde pas par la fenêtre. Il fait 13 degrés. Et bon, le problème c'est qu'il ne fait jamais 13 degrés. Vous voyez, 13 degrés est une mesure arbitraire d'un processus continu. C'est une mesure arbitraire. De la même façon, en neurophysiologie, c'est quelque chose qui moi m'a fasciné, et ça m'a doublement fasciné parce que j'ai essayé d'intéresser plusieurs collègues pour qu'ils fassent des recherches là-dessus, et apparemment ça ne marche pas. C'est les fenêtres temporelles, non? Il y a quelques temps, nous avons commencé à travailler à partir de cette évidence de ce qu'on appelle la fenêtre temporelle. C'est quoi une fenêtre temporelle? C'est comment le cerveau construit le présent. Comment construire le présent? Alors l'exemple, je l'ai donné 1000 fois, mais bon, l'exemple c'est quoi? L'exemple c'est vous me voyez et vous m'entendez au même moment. Chose qui n'est pas possible, parce que vous me voyez longtemps avant de m'entendre. Alors il y a des neurones retards qui stoppent l'image jusqu'à ce que les sons arrivent. Alors, nous sommes en permanence dans un présent qui est une production complexe, non? Faite de ces passés présents, ces futurs présents, de ces montages. Hein? C'est un véritable montage comme au cinéma. Hein? On arrête la vision jusqu'à qu'arrive le son. Non? Et alors, ce qui est intéressant, c'est que pour nous, qu'on est tous disciplinés et formatés à l'occidental, c'est très difficile de comprendre que les autres cultures ne vivent pas, tant qu'ils ne sont pas archi-colonisés, ne vivent pas dans la temporalité de la montre. Vous comprenez? Ne vivent pas dans la temporalité de la montre. Ne serait-ce que par le fait qu'il n'est pas midi quand la montre dit que c'est midi, mais quand le soleil est au zénith. Non? Ne serait-ce que pour ça. L'unification des temps et des mesures et des poids. Hein? Alors, effectivement, la mémoire est très importante parce que la mémoire, c'est cette présence de la longue durée. Dans chaque cerveau, dans chaque être vivant, il y a la trace de toute la longue durée. Et chaque cerveau est singulier. Pourquoi? Est singulier parce que nous n'avons pas tous les mêmes expériences. Avec la singularité humaine, il faut toujours faire attention au narcissisme, non? Parce que, comme on dirait, les humains, ils paraissent très singuliers et différents parce qu'on les voit de trop près, non? Parce que si on prenait un peu de distance, vous voyez, on aurait autant de mal que différencier la fourmi A de la fourmi B. Vous voyez, essayez de baptiser des fourmis et de dire je vais suivre Manuelita, non? Mais au bout d'un moment, vous avez du mal, mais c'est Manuelita, c'est Juanita, non? Bon, les humains, nous, comme on se regarde de très très près, on a
on exagère la grande différence, non, la grande différence. Mais effectivement, la mémoire, il faut la concevoir comme ça. C'est-à-dire, la mémoire, il faut la concevoir comme cette singularité pour chaque espèce et pour chaque individu de l'espèce, dans laquelle tout y est dans un certain mode. Vous voyez? Dans un certain mode. C'est-à-dire que quand quelqu'un fait un œuf au plat, il va faire l'œuf au plat, en suivant comme on fait un œuf au plat. Mais même dans les moindres de nos gestes, cette dynamique intégrée d'une singularité fait que dans les moindres de nos gestes, il y a une continuité de cette singularité qui nous compose. Vous comprenez? Dans les moindres de nos gestes, il y a quelque chose que tu le fais par rapport à ta mémoire. Non? Hier, il a commencé en Argentine une semaine de commémoration du dernier coup d'État. C'était le pire des coups d'État, et encore, effectivement, les séquelles sont là parce qu'il y a un gouvernement négationniste, parce qu'on a mis en tôle les dictateurs et les tortionnaires, mais ils veulent les amnistier, bon, je vois rien tout ça. Et alors, hier, je devais commencer la semaine avec une intervention, à distance malheureusement, et les premiers pas, c'était de dire attention, parce qu'on n'est pas en train de parler des mémoires, vous comprenez? On n'est pas en train de parler qu'il y a eu un coup d'État. On est en train de parler et de reconnaître comment ces coups d'État a façonné, a sculpté toutes les mémoires. Vous comprenez? C'est-à-dire que les coups d'État, comme un élément très fort, il ne faut pas les chercher dans les bouquins d'histoire. Il faut chercher comment j'étais façonné par ces coups d'État. Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait de moi? Hein? Comment se manifeste dans moi, ça? Parce que les chercher dans les bouquins d'histoire, c'est très important. Mais le problème de les chercher seulement dans les bouquins d'histoire, c'est que les bouquins de l'histoire, ils peuvent être aussi négationnistes. Par contre, comment vous avez été façonné, bah ça c'est une évidence immédiate. Vous comprenez? C'est-à-dire, cette évidence immédiate de quoi je suis fait. Hein? De quoi je suis fait, qu'est-ce qui m'a fait. Bien. Alors, quand on parle des situations, on va revenir à la situation humaine. Quand on parle des situations, on l'avait déjà développé, alors je vais le développer aujourd'hui. Pour nous, ce qui unifie la situation, c'est donc cette résultante. Une situation n'est pas unifiée par un périmètre, elle est unifiée par une dynamique intensive. Hein? On l'a beaucoup expliqué, aujourd'hui on a nommé la résultante, je ne vais pas revenir là-dessus. Bien que toute répétition implique une nouveauté. Mais bon, au bout d'un moment, les gens ils sont marre. Et donc, effectivement, une situation elle est définie par une intensité qui l'unifie. Une intensité qui l'unifie. Alors, il y a très longtemps, moi j'avais, mais très très longtemps, dans un de mes bouquins, j'avais cité un film qui m'avait beaucoup marqué et qui existe, et vous pouvez le trouver. C'est un film japonais basé sur une petite nouvelle. Au Japon, il y a eu un grand mouvement existentialiste dans les années 60, non? Et lui, c'est un auteur qui s'appelle Abe Kobo. Et le film s'appelle La femme de sable. Hein, la femme dans les sables, la femme de sable. Tu le connais? Fantastique. Bravo. Et alors, la femme de sable, qu'est-ce qui se passe à la femme de sable? Dans la femme de sable, nous voyons, c'est une réflexion pratique. Je suis admirativissime de cette cinéaste, non? La nouvelle d'Abeco est toute petite, mais le cinéaste a montré ce qu'est une situation, a montré la dynamique d'une situation. Il s'avère qu'il y a un entomologue, non, on dit celui qui s'occupe des insectes, non, entomologiste, bon, là, et en allemand. Bon. Et alors, donc, en japonais, c'est on-ha-ha, croyez-moi. Et alors, donc, il y a le on-ha-ha qui, avec son petit filet, il est en train de faire, il fait un on-ha-ha, attraper des papillons et des petites bêtes.
dans une sorte de désert, non? Il y a des dunes, un paysage très... Tu l'as vu, toi, non? Alors, un paysage très aride, non? Très sec, archi sec. Le japonais, c'est un mec de Tokyo, un citadin qui se balade pour capturer des petites bêtes. Voilà. Et à un moment donné, il y a comme une petite tempête de sable, pas énorme, mais il ne voit plus rien, et poum, tombe dans un puits. Et quand la tempête se calme un peu, il voit que dans ce puits-là, il vit une femme, la femme de sable. Et alors il lui dit, bon, mais la femme lui donne un peu d'eau, je sais pas quoi, bon, etc. Et le mec lui dit, ouais, mais moi, il est très désagréable parce que lui, c'est un citadin, il voit cet être un peu bizarre, entre paysan, clochard, qui est là. Il sent aucun type d'empathie pour la bonne femme, il est très désagréable et il veut partir. Et la femme ne dit rien, mais on voit que c'est un peu bizarre, non? Alors lui, il cherche par où partir, il ne trouve pas. Et il essaye d'escalader, il retombe. Et la femme reste là, très soumise, très tranquille, ne dit rien. Lui, il se fâche, il la maltraite un peu la femme, non? Comment on sort, jusqu'à qu'elle lui dit, on ne sort pas. Quoi? Dit le mec, comment on ne sort pas? Non? Moi, je suis de Tokyo. Non, je suis de Tokyo. Ceci est un accident. Ça, je souligne ça. Parce qu'effectivement, l'homme substantiel, l'homme occidental, pense que tout ce comme je me sens une essence, non, je suis égal à moi-même, même, non pas m'émetter, hein, c'est la différence entre même et m'émetter, je suis une substance, tout ce qui m'arrive c'est un accident, je reste le même. Alors, qu'est-ce qui fait un petit bourgeois intellectuel, scientifique de Tokyo, dans un trou, avec une bonne femme un peu clocharde? C'est un accident. Et alors il fait ce qu'il fait l'occidental. Il se fâche. Il veut sortir. Sa compagnon de fortune, ça la merde, non? Parce que l'autre a l'air soumise là. Et lui, non, lui, bon, peut-être toi tu es une clocharde qui vit là, mais moi je suis d'ailleurs. Non? Moi je suis d'ailleurs, c'est le fantasme occidental par excellence. Hein? C'est-à-dire, ce qui m'arrive aurait pu ne pas m'arriver. Hein? Sartre, il a payé très cher la simplicité avec laquelle il a dit ça. Il était un peu provoque, non? Moi, je l'aimais beaucoup, mais il était un peu provoque, parce qu'il va dire, dans une guerre, il n'y a pas de victimes innocentes. Vous imaginez, il sortait de la guerre, l'Holocauste, Hiroshima, Nagasaki, il n'y a pas de victimes. Et alors, l'occidental, il va dire, la bombe qui est tombée à côté, qui m'a blessé pour toute la vie, c'est un accident. Ça veut dire quoi un accident? Ça veut dire ce qu'il dit le japonais. J'aurais pu être ailleurs. Mais j'aurais pu être ailleurs exige qu'il y ait un moi substantiel, vous comprenez, qui pourrait être ailleurs. Si nous ne sommes pas des substances, tout ce qu'on nomme des accidents, ce sont les événements qui nous constituent. Alors bon, les japonais, ils n'avaient pas lu Sartre, rien à voir. L'auteur, oui, parce que c'est existentialiste, c'est ce qu'ils vont me montrer. Alors les Japonais, ils disent, c'est un accident. C'est un accident, je ne veux pas. Vous voyez, c'est comme les gens qui disent, la mort, c'est un accident. C'est un accident. Et c'est un accident, ça veut dire, substantiellement, c'est pour ça que j'appuie, substantiellement, ça veut dire, ça aurait pu ne pas arriver. J'aurais pu être autre, ailleurs. Le problème, c'est que si tu n'es pas une substance, tu ne peux pas être ailleurs. Tu n'es que là où les événements et le processus qui te constituent sont là. Bon, alors la femme dans les sables, les mecs se révoltent, je sais pas quoi, et ils voient qu'ils viennent des gens de l'extérieur qui leur disent il faut remplir des sacs, des seaux de sable et les monter. Non? Alors lui, pas du tout, il se fâche, je sais pas quoi. Bon. Alors il ne donne plus à manger, la femme commence à crever de faim, il ne donne plus d'eau surtout, commence à crever de soif, et tant qu'ils ne travaillent pas, ils ne vont pas les donner. Donc, bon, bref, je vous conseille de voir le film, que ça doit être trouvable. Et les mecs se révoltent, jusqu'à qu'à un moment donné, les mecs, oui, bon, ils commencent à être un peu gentils avec la femme, il n'y a pas une histoire d'amour, mais bon, au moins,
ils font l'amour, etc. Et la femme tombe enceinte et ils viennent la chercher en urgence pour l'amener quelque part pour accoucher. Et ceux qui viennent la chercher en urgence oublient l'échelle, non? Et les mecs avaient trouvé une façon de faire sortir par capillarité de l'eau du sable, par exemple. Ils avaient construit un tas de choses, non? Là, en construisant le rapport, c'est très intelligent, le rapport avec la femme et avec les sables. Il connaît des choses du sable, vous comprenez? Vous rappelez Spinoza, c'est-à-dire le soleil et les méchants. Oh, j'ai construit un deuxième genre de connaissances. Je connais par les causes. Alors le sable n'est plus méchant. Il connaît par les causes, comment on sort le... Et avec la femme, non? Donc, il arrive ce jour-là fondamental dans lequel, comme ils sont partis en courant pour faire accoucher la femme, ils oublient l'échelle. Alors lui, il voit l'échelle, il monte, il commence à marcher, et vous imaginez, il se rend compte que lui, il est l'homme des sables, non? Que lui n'est pas un entomologue, des entomologistes de Tokyo, que lui, il est ce qu'il est devenu, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on est ce qu'on devient. Hein? Et effectivement, il est sculpté par la mémoire des mecs de Tokyo, les biologistes, etc. Mais il avait tissé tellement de liens. Avec quoi? Avec la situation trou. Vous comprenez? C'est-à-dire, ce qui va montrer les cinéastes, et ce que montre la petite nouvelle avec Ovo, c'est une idée de situation. Mais la situation n'est pas les trous. Vous comprenez? Attention, la situation, c'est pas parce qu'il y a les mecs de Tokyo qui tombaient dedans, la bonne femme, les sables, etc. Non, la situation émerge quand effectivement, au-delà de ce qui est chacun, mais chacun, j'entends le sable, la femme, les trous, les mecs, quand tous ces éléments-là s'agencent pour donner une existence. Et qu'est-ce qui fait les mecs, vous imaginez? Il retourne dans le puits. Parce qu'il est devenu puits. Vous comprenez? Il est devenu l'homme des sables. Non? Alors, c'est quoi C'est quoi dans un autre genre le pont d'Arrière? Absolument, oui, tout à fait. C'est d'autres exemples qu'on avait donnés avec Bastien. Tu peux rappeler le titre, la titre femme, du film. La femme des sables. Et, alors, vous voyez, c'est-à-dire, j'expliquais un peu l'Arche en travers parce que, justement, il y a un virage fondamental, que ce n'est pas que les mecs passivement fait partie d'une situation. Vous comprenez? Pas du tout. C'est parce qu'il agit avec les sables, avec les gens qui viennent chercher les seaux, avec la femme, vous comprenez? C'est dans cet agir qui émerge une situation. Alors c'est tellement intelligent parce qu'on pourrait penser au départ que la situation est définie par les périmètres du trou. Et avec Ovo, il montre que non. Parce que le mec s'en va du périmètre, mais il est l'homme des sables dans son antériorité. Vous comprenez? Il est homme des sables. Il est constitué, il est devenu homme des sables. Non? Alors, là, dans ces cas-là, avec Ovo, je vais finir avec ce qu'on va commencer la prochaine fois. Dans le cas de la femme des sables, ce qu'on va voir, c'est que ce n'est pas les mecs de Tokyo, ce n'est pas la femme, ce n'est pas l'eau qu'elle arrive à faire sortir, ce n'est pas ce qu'ils arrivent à cuisiner. Bon, il y a tout un truc comme ça, non? Il devient une partie et des éléments de la situation. La femme est une partie de la situation. Les sables est une partie de la situation. Les trous, ce qui vient... Donc, ce qui va agir à un moment donné, ce qui va émerger une résultante qui unifie dans l'agir toutes ces parties. Mais ce qui se passe, c'est que les parties ne préexistent pas en tant que parties.
les parties deviennent partie de la situation quand émerge la résultante. Si vous voulez faire un peu une simplification pour comprendre, on peut dire que les éléments, on peut considérer qu'ils ne sont pas capturés encore. Il y a des éléments qui ne sont pas encore capturés. Les éléments se constituent en partie de la situation quand la résultante, vous voyez, elle est contemporaine. La résultante qui unifie les parties et l'émergence des parties sont contemporaines. Nous pouvons dire, des fins pédagogiques, si vous voulez, comme ça pour être très clair, qu'il y a des éléments qui, à un moment donné, par une coémergence simultanée, en devenant partie, produisent la résultante qui les rend partie à la fois. Vous voyez? Alors, qui agit? Ce qui agit est la situation. Ce qui agit est la situation. Ce qui agit est la résultante. Les éléments n'agissent pas, bien entendu. Les parties participent de l'agir, mais participent de l'agir par la résultante. Alors, 2 ou 3 mots par rapport à par où on continue la prochaine fois. Et au fait, agir, c'est important de voir que dans les sagesses d'Extrême-Orient, les non-agir, paradoxalement, revient exactement à ce que nous nommons agir, dans la philosophie, je veux dire. Parce que les non-agir des sagesses veut dire, disons, qui agit, en parlant là dans les sagesses bouddhistes ou taoïstes, non? Qu'est-ce que ça veut dire l'agir qu'il faut éviter? L'agir qu'il faut éviter, on revient avec les trous, non? Un agir fou, non, l'agir il est toujours fou pour la sagesse, pour les grandes sagesses. C'est quoi l'agir? Les mecs, ils essayent de sortir du trou. Les mecs se fâchent avec la japonaise. Les mecs renversent l'eau à un moment donné parce qu'il devient fou. Les mecs, voilà, ça c'est agir pour la sagesse orientale. Vous comprenez? Agir, ça signifie vouloir être sujet à tout prix. Vouloir être sujet de ce que te dépasse, de ce que tu ne peux pas maîtriser. Les non-agir, et quand tout à coup les mecs commencent à trouver une façon de s'agencer, pour parler comme Spinoza et Deleuze, n'est-ce pas? C'est agencer avec la terre, c'est agencer avec la terre, sable, pardon, c'est agencer avec la femme, c'est agencer à ce qui vient chercher, vous comprenez? Avec le soleil, parce qu'il calcule des choses par rapport au soleil, il fait toute une construction très ingénierile à la fois. Alors, il n'agit pas, d'un point de vue de la sagesse, quand il arrête de s'agiter, vous comprenez? Et quand il passe du premier genre de connaissance, je connais simplement par quoi, c'est que je pâtis, passivement, c'est que je subis passivement. Il passe du premier genre de connaissance à un deuxième genre de connaissance, qui est connaître par les causes. Il passe de ça m'arrive à ça arrive. C'est ce qu'on va développer un peu la prochaine fois. On va noter pour une fois que la prochaine fois on développe vraiment ce qu'on a dit. Alors, je résume un peu. Vous savez que chez Spinoza, il y a 3 genres de connaissances. Le premier genre est le genre de la non-connaissance absolue. Je ne connais que passivement. Le soleil me brûle, le soleil est méchant. Dans la psychologie humaine, le premier genre de connaissance a une particularité très, très forte, qui est la névrose. C'est-à-dire que quand je connais par le premier genre de connaissance, je donne à l'autre, je prête à l'autre, je projette sur l'autre une intentionnalité. Le soleil, il est méchant parce qu'il me brûle. Ou le soleil, il est gentil parce qu'il me réchauffe. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'au premier genre de connaissance, je suis absolument dans l'imaginaire absolu, en train de créer des rapports tout à fait magiques
qui tente de me consoler de mon incompréhension. Au deuxième genre, je me désubjectivise. C'est pour ça que j'ai dit la vie n'est pas quelque chose de personnel. Au deuxième genre, je ne suis plus moi l'épicentre. Au deuxième genre, je fais partie de la multiplicité qui existe. Je fais partie de la multiplicité. Je m'agence. Mais alors là, si au premier genre, je m'agite, au deuxième genre, je permets qu'il y ait une action. Alors pour le dire dans les mots de la sagesse orientale, le non-agir, le non-s'agiter, c'est ce qui permet l'action, ils vont dire. Vous comprenez? Nous, dans des termes occidentaux, on va dire ne pas s'agiter, c'est ce qui permet un agir. Mais cet agir-là n'a rien à voir avec l'agir qui condamne la sagesse, vous comprenez? Cet agir-là, c'est une action de la situation. La situation va agir ou la situation va procéder à une action qui est l'action d'unification des éléments qui la composent, des éléments impartis qui la composent. Et la prochaine fois, alors, on va voir un tout petit peu la question de la liberté. Parce que ce qui agit, agir signifie donc sortir de la dynamique matérielle de l'agrégat dans lequel tout est mécanique. Hein? Une pierre qui tombe, l'exemple de Spinoza et de l'autre, non? Une pierre qui tombe n'est pas en train d'agir. Une pierre qui tombe suit des lois mécaniques, ce que nous appelons des lois mécaniques, suit une réalité mécanique de tomber, n'est pas en train d'agir. La question c'est quelles sont les entités qui peuvent agir. Nous on a oublié, parce qu'on les lit tous, mais on a tous oublié. Pour Descartes, les animaux et notre corps sont seulement des ensembles mécaniques, n'agissent pas. Hein? C'est ce qu'en philosophie on appelle un en soi. Un en soi, c'est ce qui existe de forme mécanique. Pour Descartes, et encore pour pas mal de nos contemporains, hein, c'est-à-dire les animaux, il dit Descartes, c'est de la pure mécanique. Et notre corps est de la pure mécanique. C'est fantastique, tout, je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous avez lu en terminale les discours de la méthode, tous les délires qu'il y a sur la circulation du sang par rapport à la thermodynamique, non, qui monte parce qu'il fait chaud et après descend parce que c'est froid. Bon, il a pris un acide, René. Alors, au fait, l'idée, c'est quand même effectivement qui agit. Quelle est l'instance qui agit? Dans les mondes cartésiens, dans tous les autres mondes, ce qui agit est celui qui donc agit non mécaniquement. Vous comprenez que ce n'est pas comme la pierre. Celui qui agit est celui qui possède une autonomie pour agir non pas comme conséquence d'une cause extérieure, contraint par une cause extérieure, sinon qui est capable d'être, ce qu'en latin veut dire la chose, causa sui, être cause de soi. Alors, qui agit? Eh bien, il agit Dieu ou les divinités, parce qu'ils ne sont pas motivés par une cause mécanique. Dieu agit, pourquoi? Ils vont dire, les théologues du Moyen-Âge, Dieu agit, pourquoi? Parce que Dieu, il est infini. Comme il est infini, il contient tout ce qui existe. Aucune cause extérieure peut le contraindre pour la simple raison qu'il n'y a pas de cause extérieure. Vous comprenez? Bon. Pour l'individualisme occidental, celui qui agit est l'individu. Eh bien, nous allons aller maintenant vers qu'est-ce qui agit? C'est la situation. Et pour cela, nous faisons une opposition tout à fait spinoziste. Vous vous rappelez que Spinoza, il va dire contre Descartes, contre toute idée de libre arbitre, il va dire la nécessité ne s'oppose pas à la liberté. Au contraire, il va dire. Et libre, c'est lui qui agit d'après sa nécessité. Mais, comme tous les autres, il ne fait pas une différence entre agrégat et organisme. N'est-ce pas? Parce qu'il va dire toute entité qui agit d'après sa nécessité est libre.
À la fois, il va dire, une pierre n'est pas libre parce qu'elle agit mécaniquement. Mais ça ne les mène pas à la conclusion de la singularité du vivant, vous comprenez? Il ne développe pas la singularité du vivant. Il dit, la pierre n'agit pas parce que c'est mécanique. Alors, qui agit? Qui agit? Agit celui qui est cause-suite. Alors, nous allons aller vers la situation pour essayer de comprendre cette position phénoménologique, spinoziste, dans laquelle nous disons, eh bien, est libre, hein, c'est lui qui agit d'après sa nécessité. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce que c'est cette nécessité, qu'est-ce que c'est cette liberté d'un point de vue de la complexité. Parce que vous imaginez bien que si moi je me dis simplement est libre, c'est lui qui agit d'après sa nécessité, le pervers, hein, sadique, qui tue, on dit, mais voilà, lui il agit d'après sa nécessité. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a une bonne nécessité, une mauvaise nécessité. Bon, nous on va parler de ça, on va essayer d'avancer dans une conception situationnelle de la liberté, qui sans doute, c'est ce que, bien qu'il ne développe pas comme ça, c'est sans doute ce qui permet d'énoncer à Deleuze quand il dit il n'y a pas de liberté, il n'y a que des actes de libération. Hein? Donc il n'y a pas d'hommes ou de femmes libres, il y a des actes de libération qui ne sont pas forcément individuels, vous voyez. Je participe à un acte de libération, ou quelques parties qui me composent participent à un acte de libération. Dans le sens, non pas des grandes chansons de libération, dans le sens d'agir d'après sa nécessité. Et on va essayer de comprendre effectivement les rapports politiques, éthiques et philosophiques, les conséquences politiques, éthiques et philosophiques la prochaine fois, de qu'est-ce que ça signifie agir d'après sa nécessité d'un point de vue éthique et politique. N'est-ce pas? Bon, voilà. Alors, la prochaine fois, c'est les 14, mercredi 15, pardon, mercredi 15 avril. Alors, je vous annonce déjà pour les gens qui sont en Zoom, pour vous, et ceux qui nous suivent par YouTube, que si Christian veut bien le faire, on a déjà l'annonce des journées qui s'organisent à la Bourse du Travail, Anarchie et Pédagogie. Il y a 2 journées, début mai, les 4 et les 5 mai, Anarchie et Pédagogie. Et parmi les gens qui vont participer, il y a 2 amis argentines qui ont fondé des écoles en autogestion dans lesquelles il y a des gamines de la rue, des femmes mères seules, des sans-toit, et que c'est vraiment une expérience très 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 puissante, non, qui a beaucoup du mal à exister avec Milei en ce moment. Et parmi d'autres, il y a d'autres gens, mais moi d'une façon chauvine.